Place et l'ajuste en turban sur sa chevelure auburn, s'arrangeant pour que le nœud soit bien au sommet de sa tête, ce qui la fait ressembler à un œuf de Pâques. Elle dit quelque chose. Maud n'a pas besoin d'entendre pour savoir que c'est une fin, un départ, un au revoir. Oui, Maud connaît bien les gens. Il y a 10 ans, alors qu'elle venait de fêter ses 18 ans, son père lui a laissé sa place. Depuis ce temps-là, 6 nuits sur 7, elle occupe son temps à analyser le comportement de chaque personne qui s'adresse à elle. Elle a tout juste assez de place pour se tenir assise derrière son comptoir dans le minuscule espace qui lui tient lieu de magasin et de réserve pour ses stocks. Maud s'intéresse maintenant à une bande de jeunes qui viennent d'envahir le hall. Ils vont acheter du pop-corn, se dit Maud en descendant de son tabouret. Une des adolescentes s'éloigne des garçons qui se ruent, eux, vers les bonbons et les chewing-gums. Normal. Dès qu'il y a un air de printemps, plus question pour une starlette de succomber et de se laisser enrober comme un chocolat praliné, commente Maud intérieurement. Elle connaît parfaitement les comportements saisonniers de chaque catégorie de ses clients. La jeune fille se dirige vers une poubelle débordante. Elle repère une canette, la fait glisser du bout de sa botte, puis joue sur place à la renvoyer d'un pied sur l'autre. Mais tout à coup, la bouteille de bière vient buter violemment sur le comptoir de Maud, ébranlant les présentoirs lourdement chargés de cartes postales, de briquets ou de porte-clés. Ah, ils vont faire des dégâts, se dit Maud, tandis que la jeune fille rejette en arrière sa chevelure en désordre et éclate de rire. Les autres l'imitent. Visiblement, c'est elle le chef de la bande. À la façon dont ils sont habillés et à leur démarche un peu crâneuse, Maud sait qu'ils vont encore à l'école et sans doute pour quelques années encore. Un garçon s'approche du comptoir et appuie ses mains sur la longue tablette de verre immaculée qui protège les montres et les réveils. Maud fait la grimace. En plus, ils appartiennent à la catégorie des lèche-vitrines, ceux qui vous demandent le prix de chaque article pour vous narguer, car ils savent très bien que vous n'espérez pas leur vendre autre chose que des chewing-gums. 2 cakes, s'il vous plaît, madame. Puis, indiquant des chewing-gums à la chlorophylle, il ajoute « Et puis ça, madame. Ah, et puis un sachet de popcorn, madame. » Elle ne s'est pas trompée, Maud. Ils ont bien le style à aimer le popcorn. Fils de ton père, tu seras encore plus abruti que lui, se dit-elle en son fort intérieur, tout en mettant les tranches de cake, les chewing-gums et le popcorn dans une cartouche vidée de ses paquets de cigarettes. Après avoir humé le comptoir à son tour, la fille chef de bande se dirige vers l'extrémité du rayon des journaux pour extraire une des revues dont Maud préfère dissimuler la couverture. Son copain la rejoint et murmure quelque chose d'osé. Enfin, il se décide à quitter le petit stand. Maud ricane nerveusement. Elle est habituée à ce genre de provocation. Soulagée de les voir s'éloigner, elle peut maintenant nettoyer le comptoir terni par la buée et de l'haleine de ces imposteurs. Puis, elle revient jusqu'à son tabouret et reprend son Détective Magazine. Elle est encore en train de chercher la page lorsqu'un chauffeur de taxi trapu, se faufilant entre les présentoirs des journaux, vient vers elle d'un pas déterminé. Dans quelques instants, vous ferez connaissance avec cet homme qui fait partie du monde de la nuit que côtoie Maud. Donc, un homme trapu s'avance vers Maud. « Bonjour, Maud Donkey !» Plongée dans Détective Magazine, elle lève les yeux avec un sourire cette fois.
Elle a reconnu la voix de Georges, son copain chauffeur de taxi. Tous les matins, depuis ces 5 dernières années, il vient lui acheter son journal et le tabac qui lui sert à bourrer la pipe qu'il garde invariablement au coin de la bouche, même quand il parle. À se demander s'il la pose sur la table pour manger. Une pipe en écume aussi blanche que ses moustaches à la gauloise. C'est probablement le seul homme gentil que Maud connaisse. Georges ne la presse jamais, ne salit jamais son comptoir. Il est toujours poli avec elle. Comme d'habitude, elle lui tend son Times et sa boîte de tabac. « Comment ça va, Georges ?» lui demande-t-elle. « Oh, au ralenti !» répond-il en glissant le journal sous son bras et en enfouissant la boîte ronde dans sa poche. « La radio a encore annoncé du beau temps. Pas bon pour les affaires, ça. » Il hausse les épaules et son journal manque de tomber. « Pas de pluie, pas de clients. » Maud secoue la tête d'un air apitoyé. Mais en fait, elle est amère de ce que personne ne lui parle vraiment, ne se confie à elle comme à une amie. Pas même Georges. Pendant 10 ans, elle a reçu les doléances de tous les voyageurs. Elle leur a servi de bureau de renseignement sur les retards des trains, sur l'adresse de l'auberge de jeunesse, sur l'agence de location de voitures ou sur la ligne d'autobus. Comme d'habitude, Maud remercie Georges en lui tendant sa monnaie qu'elle prend dans le tiroir caisse sous le comptoir. Après son départ, Maud commence à mettre un peu d'ordre dans ses affaires afin que les clients du train de 2h40 en provenance de Boston puissent se servir facilement. Elle met sur le devant des présentoirs les revues qu'elle juge sérieuses. Mais tout ce qui est bande dessinée pour adultes ou revue pornographique est caché. Ce qui obligera l'amateur à se faire remarquer en disant tout haut le titre qu'il veut. Évidemment, il renoncera peut-être, mais tant pis. Tant pis. Maud préfère renvoyer des invendus aux messageries à la fin du mois plutôt que de gagner de l'argent avec ce genre de littérature. C'est le moment de la nuit où le commerce marche le mieux. Maud ouvre et ferme son tiroir-caisse près de 50 fois, geste qu'elle accompagne toujours de commentaires grincheux, partagés entre la satisfaction d'encaisser et le déplaisir à devoir remplir les rayons dégarnis. Mais la foule se disperse bientôt, à l'exception d'une fille blonde. Après avoir vérifié qu'il ne lui manque pas de monnaie, Maud s'assoit et passe la fille en revue, de la tête aux pieds. Elle porte un pantalon et un blouson de cuir noir. Un foulard rouge dépasse de son col relevé. Elle tient ses mains plaquées dans les poches de son blouson et piétine pour se réchauffer. Pour quelqu'un en train d'attendre seul dans une gare en pleine nuit, elle semble calme. Lorsqu'elle se décide à s'approcher pour feuilleter une revue, Maud se redresse suffisamment pour la détailler. Le visage de cette fille est inquiet et elle ne porte pas d'alliance. Voilà quelqu'un entre 2 trains ou entre 2 maris, pense Maud. Elle va sans doute dans le nord et elle est probablement seule. Maud continue à l'examiner un long moment. Sa curiosité à propos des gens devient parfois si intense qu'il lui prend une terrible envie de leur demander de quel endroit formidable ils viennent, vers quelle destination, quel bonheur ils vont. Mais chaque fois qu'elle leur a posé des questions, les gens se sont montrés froids, même ceux dont le visage paraissait engageant. La jeune fille choisit une revue racontant des histoires d'amour, comme d'ailleurs tous les solitaires, et lorsqu'elle ouvre son porte-monnaie, Maud aperçoit un billet d'avion. C'est donc ça, pense-t-elle en rendant la monnaie. Elle va prendre l'avion. Fuir cette vie d'ennui, fuir cette indifférence. Laisser derrière elle cette ville sans chaleur.
Avec un soupir d'envie, Maud sort son produit pour nettoyer les vitres tachées de traces de doigts, comme elle le fait systématiquement après le passage des voyageurs qui ont étalé leurs mains sales sur le comptoir pour reprendre leur monnaie ou pour montrer un objet qu'abrite la plaque de verre de la vitrine. Quelle chance elle a, cette fille. Elle est libre de partir à l'aventure et de rencontrer quelqu'un qui l'aimera. Maud cherche des yeux la jeune fille habillée en noir. Elle a disparu. Probablement dans les toilettes pour dames. C'est alors qu'elle le voit. Son cœur se met à battre de plus en plus fort et soulève son corsage boutonné jusqu'au col. Celui-ci est parfait. En un quart de seconde, son désir de fuite s'évanouit. Elle l'a attendu si longtemps. Sûrement assez longtemps maintenant. Sûrement. Maud replie son chiffon, s'assoit sur son tabouret et, très lentement, déplace un présentoir qui lui cache la vue. Le garçon est à moitié assis, moitié couché sur un banc près de la salle d'attente. Ses cheveux sont blonds et un peu trop longs. Son blouson de cuir est décoré de motifs compliqués et voyants, mais il ne fume pas. C'est mieux. C'est mieux. En général, ils fument tous. Il est beau. D'une beauté effrontée. Il n'a pas de bagage. Il est là, assis, regardant, au-delà de l'ombre, l'enseigne de néon qui inscrit le mot Hot Dog sur la vitre du bar de l'autre côté de la gare. Maud est tout excitée. Elle connaît les gens et son jugement est sûr. Ce jeune homme est formidable, elle le sait. Tout en se levant, elle fredonne pour la première fois depuis des mois une chanson optimiste. Elle rayonne. Elle prend son sac sous le comptoir, l'ouvre et tire sa clé spéciale d'une petite poche de plastique. Puis, plaçant le sac ouvert juste sous la caisse, elle fait pénétrer la clé dans le tiroir du haut et appuie sur le bouton « Ouverture ». Le tiroir s'ouvre avec une sonnerie qui se répercute dans toute la gare. Pas une seule fois, Maud ne baisse les yeux pour vérifier ce qu'elle fait. Elle garde les yeux fixés sur les quelques personnes qui traversent le hall. Comme une aveugle, avec une dextérité remarquable, elle fait des rouleaux avec les pièces, puis répartit les billets par liasses de 10 qu'elle épingle. Ensuite, elle sort une feuille et inscrit le nombre de rouleaux de pièces et de liasses qu'elle a constitués. Elle inscrit directement le total sans avoir à recompter. 2004. Elle continue à surveiller le hall jusqu'à ce qu'elle croise le regard froid du garçon assis sur le banc. Depuis quelques minutes, depuis qu'elle s'est mise à faire sa caisse, elle sait qu'il ne l'a pas lâché des yeux. « Je peux quelque chose pour vous ?» Elle pose la question de sa voix la plus chaleureuse, tout en tassant les liasses de billets sur le comptoir. « Ouais, je voudrais une bouchée, » répond le jeune homme en cherchant d'une main hésitante son argent au fond de la poche de son blue jean. « Formidable, » pense Maud presque à voix haute. Elle prend la pièce du garçon, sourit et la laisse tomber dans le tiroir supérieur. Elle le remercie. Pleine d'espoir, elle le voit disparaître à l'autre bout du hall et sortir de la gare. Il est fort possible qu'il revienne la voir. Maud sert quelques autres personnes. La fille en noir avec son foulard rouge reparaît et s'affaisse sur le même banc que le jeune homme tout à l'heure. Mais elle n'intéresse plus Maud. Quelques minutes plus tard, la gare redevient tranquille et Maud, dans le froid du petit matin, est là, assise,
fredonnant sa petite chanson gaie. Maud se replonge à nouveau dans son journal jusqu'au moment où elle sent un regard posé sur elle. Elle savait qu'il reviendrait. Elle savait qu'il allait se passer quelque chose entre ce jeune homme et elle. En lançant des coups d'œil furtifs, il s'approche lentement, mais heurte le présentoir des revues. Il presse le pas au niveau de celui des cacahuètes, puis, vérifiant autour de lui qu'on ne l'a pas repéré, il s'approche du comptoir. « Hé, la môme !» dit-il d'une voix sifflante, tout en sortant son couteau à cran d'arrêt et en faisant apparaître la lame. Il l'applique à la base du cou de Maud. « Allonge le fric et vite! Si tu cries, va y avoir du rouge partout !» Sans perdre son sang-froid, Maud agit avec soin, mais prend son temps. Elle va à la caisse, tandis que le garçon répète dans une sorte d'hystérie. « Ne crie pas, hein, surtout ne crie pas !» Elle ouvre le tiroir supérieur en espérant de tout son cœur que personne n'aura l'attention attirée par la sonnette. « Dépêche-toi !» ordonne-t-il en cachant son couteau entre le comptoir et la caisse. Sa nervosité est dangereuse. Il pourrait céder à la panique et plonger la pointe de son couteau dans sa gorge. Maud le sait parfaitement. Elle laisse tomber avec précaution les liasses de billets et les rouleaux de pièces dans un sac en papier. Lorsqu'elle a mis le dernier, elle plie soigneusement le haut du sac et avance doucement sa main droite, celle qui tient l'argent. De sa main gauche, elle fouille dans son sac ouvert et elle saisit la crosse d'un P38. D'un geste rapide, elle l'amène à la hauteur de la caisse, juste au moment où le garçon s'apprête à saisir le sac en papier, puis l'élève au niveau de la poitrine de son agresseur. Elle appuie tout doucement. Et l'explosion retentit dans toute la gare, répercutée d'un mur à l'autre en un écho qui met longtemps, très longtemps, à s'éteindre. Le jeune homme n'émet pas un son, ou s'il le fait, sa plainte s'évanouit avant que le bruit de l'explosion s'étouffe. Avant de tomber, il s'élève sur la pointe des pieds, puis s'affaisse en tendant un bras vers le ciel comme le ferait un enfant pour attraper le pompon qui se balance au-dessus du manège. Maud descend de son tabouret derrière le comptoir. Elle sort du petit magasin et s'approche du jeune homme. Elle déchire le sac en papier qu'il n'a pas lâché. Elle ramasse tranquillement les liasses de billets et les rouleaux de pièces. Elle les replace soigneusement dans le tiroir caisse, puis retire la clé qu'elle range dans la petite poche en plastique, dans son sac. Des gens sortent de partout. La police va bientôt arriver. Maud entend courir à droite et à gauche. Elle continue à fredonner joyeusement la même chanson que tout à l'heure, quand elle l'a vu. Il a toujours le même regard fixe dirigé vers elle, quand elle est assise sur son tabouret derrière son comptoir. La fille en noir, avec son foulard rouge, hurle, agenouillée à côté du corps inerte. Sur Europe 1, c'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui de Narl Cal, une jeune femme bien armée. Chaque mois, vous pouvez découvrir de nouvelles histoires à suspense et elles sont dans la revue Hitchcock Magazine.